Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du train littéraire de ce jeudi 25 juillet 2019. Pour rappel, le premier train a démarré le jeudi 28 juillet 2016. À son bord, un grand auteur malien, Ndiaïba, auteur de La saga de Ouramodi ou Le cimetière des illusions. Depuis, tant d'auteurs sont passés à bord du train avec lesquels nous avons eu des voyages les uns plus intéressants, plus importants, plus captivants que les autres. Ce soir, nous fêtons le 3e anniversaire du train littéraire. À son bord, Dr Fodje Tandjigora, que je vous demande d'applaudir très très fort, mesdames, messieurs. Votre train littéraire a 3 ans et ce soir, nous allons partir en voyage avec l'immigration des diplômés maliens de France, fuite des cerveaux ou quête de promotion sociale, signé Dr Fodje Tandjigora. Qui est Fodje Tandjigora? Après un master en sociologie du développement obtenu à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Fodje Tandjigora obtient sa thèse de doctorat en sociologie des migrations et relations interethniques à Paris 7 Diderot en 2015. Chercheur associé à l'URMIS, Unité de recherche migration et société, il est professeur de sociologie à l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako, consultant pour plusieurs organismes. Ses travaux actuels portent sur la circulation dans la bande saharienne dans un contexte de crise sécuritaire qui traverse cette région. Docteur Tandjigora, bonsoir et bienvenue à bord du train littéraire. Bonsoir. Bienvenue vraiment à vous. Merci, Monsieur Dissa. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir et vous êtes là ce soir en face d'un public très fidèle du voyage à bord du train. Quelles sont vos premières impressions? Bon, je découvre un public extrêmement enthousiaste qui applaudissent par anticipation. Donc c'est vraiment un signe d'enthousiasme qui galvanise davantage les auteurs. Donc je suis très ravi. Je découvre l'émission d'ailleurs. C'est une bonne chose, un espace de promotion de l'écriture qui manque de façon criarde à notre pays. Donc vraiment, je suis ravi d'être l'invité. Merci. D'accord. Et pour un titre aussi important, l'immigration des diplômés maliens de France, fuite des cerveaux ou quête de promotion sociale. Alors j'ai vu que vous avez fait préfacer par monsieur Mohamed Timera. Je voudrais savoir d'abord c'est qui monsieur Timera? Alors Mohamed Timera est mon directeur de thèse. Donc c'est lui qui m'a encadré depuis 2012. Depuis 2011 jusqu'en 2015 à la soutenance. Il était le directeur du laboratoire URMIS dont on a parlé. Donc il est professeur titulaire à l'université Paris 7 Diderot. D'accord. Voilà, il est d'origine sénégalaise, quoi. Et est-ce que c'est parce que tout simplement il fut votre directeur de thèse que vous lui avez fait cet honneur? Parce qu'en regardant ces titres, je me suis dit des ministres des Affaires étrangères, des ministres de l'extérieur, des ministres de l'intégration africaine pouvaient quand même préfacer ces livres-là compte tenu de toute cette tonne d'informations que ces livres contiennent sur l'immigration. Oui, vous avez tout à fait raison. Un ministre de tutelle aurait pu le faire, ou même la direction nationale de l'enseignement supérieur à l'époque. Mais bon, moi je suis dans le monde universitaire et c'est une façon de signifier ma reconnaissance au directeur de thèse. J'ai voulu, comme ayant encadré le travail, de préfacer. C'est vrai que le ministère est au courant de ce livre, mais bon, l'écrit étant ce qu'il est dans notre pays. Donc voilà quoi. D'accord. En tout cas, nous allons ouvrir les livres à la page 15. Mesdames, Messieurs, je vous lis ces passages. En effet, le milieu des années 70 a marqué un tournant décisif dans l'immigration malienne en France avec la mise en place des politiques de maîtrise des flux.
Cette période marque le début des politiques de limitation des entrées, mais elle est aussi perçue par les spécialistes comme la résultante d'une préoccupation croissante devant les effets socio-politiques de la gestion antérieure des flux et non comme réponse à la crise. Désormais, le gouvernement français s'attelle à la mise en place de procédures d'obtention de visas et de politiques incitatives au retour. Ces mesures urgentes ne dissuaderont pas les Maliens, surtout ceux du bassin du fleuve Sénégal, qui avaient déjà intégré la migration de travail dans leur mode de vie. En effet, si la sécheresse pouvait expliquer le départ massif en migration, celle-ci est devenue progressivement une voie de promotion sociale pour beaucoup de catégories défavorisées. Il apparaît sans embâche que l'immigration malienne en France est avant tout ouvrière et inscrite dans l'urgence vitale. Je m'arrête là. Et vous parlez donc du milieu des années 1970 pour voir en France la mise en place d'une politique migratoire. Que s'est-il passé en amont qui aurait forcé le gouvernement français de l'époque alors à vouloir mettre cette politique-là en place? Alors je vais aller très vite. En fait, la France voulait du moins faire une sorte d'usage unique, hein, comme on en fait avec les serviettes, donc utiliser des migrants pour, n'est-ce pas, propulser l'économie. Et en temps de crise, la France a voulu se débarrasser et ça n'a pas très bien marché. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1945 jusqu'à 1973, c'était la grande période de prospérité en France. Donc on a appelé les migrants pour venir de tous bords. Il y avait même des recruteurs qui étaient jusqu'à Dakar, donc recrutaient les citoyens du Mali, du Sénégal pour partir. C'est les entreprises elles-mêmes qui recrutaient. Et donc on les envoyait et le travail était garanti depuis ici. Et donc cela a continué jusqu'au début des années 70. En 1973, il y a eu la crise pétrolière, ça s'est accentué. Et la France ne pouvait plus. Hein, on a commencé à avoir des difficultés. Donc le gouvernement sort une circulaire pour dire, bon, désormais, ce n'est plus libre. Donc, il va falloir des procédures bien définies dans l'obtention d'un papier légal d'entrée, un visa. Toute la procédure va être compliquée. Et donc, finalement, ça correspond également à une période de sécheresse dans le Sahel. Et donc, il y a la sécheresse, il y a les politiques de limitation des flux. Et donc, cela va aboutir à un entassement des ouvriers. Donc, on va être obligé de créer beaucoup de foyers pour les accueillir en France. Mais cela va les paupériser davantage parce que ce n'est plus une migration tournante, mais ça va être une migration d'installation cette fois-ci. Et cette migration, de l'autre côté de la Méditerranée, donc chez nous ici, ça va être une voie de promotion. Puisque quand vous migrez, vous amassez une certaine forme de capital économique et même de capital social, hein, en vous rehaussant au niveau de l'échelle. Et donc finalement, la migration est devenue progressivement une sorte de promotion sociale et au détriment de l'école, hein, qui est de plus en plus abandonnée parce qu'elle ne conduirait pas à la promotion sociale comme ça l'avait été par le temps. Mais la promotion, ça vient de ceux qui arrivent de la France, qui ont voilà, des valises neuves, des billets de banque, voilà, qui ont une bonne apparence. Et c'est ça la réussite. Donc finalement, quand la France va limiter, ça correspond à la sécheresse et progressivement le bassin du fleuve Sénégal avait déjà intégré la migration dans leur processus de prise en charge. C'est ça le problème. Ils ont intégré la migration dans tout le mécanisme de prise en charge au niveau local. Et il faut l'arrêter au niveau de la France. Donc c'est vraiment ça le contexte. Effectivement. Vous parlez d'ailleurs toujours au niveau de la page 15, vous écrivez ceci. Tout semble enchâssé dans la migration du travail. D'abord, au niveau de l'agriculture, ceux qui partent, c'est eux qui assurent la rémunération des travailleurs saisonniers. Ensuite, au niveau de la construction des centres de santé, vous parlez de centres de santé que les migrants alors, envoient de l'argent pour leur réalisation, les systèmes d'adduction d'eau. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, ceux qui partent alors, contribuent beaucoup au développement socio-économique. Ça, c'est un fait qui est très, très connu. Mais est-ce que vous pourrez nous parler des conséquences en même temps, surtout au niveau des zones de départ? La conséquence, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, la dépendance que cela va créer. Puisque les gens du bassin du fleuve Sénégal
s'attendent à chaque fois qu'on envoie de l'argent. Et quand vous envoyez de l'argent de façon permanente, et ils vont développer des réflexes, voilà, et on attend que l'argent vienne. Et cette aide a créé une sorte de dépendance, à tel point que certains auteurs parlent même de région sous perfusion. La région Neka est une région sous perfusion. Donc quand vous enlevez le sérum, et puis la région meurt, quoi. Et donc quand la région Neka, quand vous enlevez la migration, c'est une science-fiction, ça n'existe pas quand vous enlevez. Donc ça, c'est la conséquence de cette dépendance. Donc les migrants essaient de combler leur absence avec les envois de fonds, et ces envois de fonds ont entretenu pendant longtemps les ménages à travers les vivres, les dépenses de cérémonies et bien d'autres. Donc effectivement, ça a des conséquences à ce niveau-là. D'accord. Et vous parlez toujours au niveau de la page 15 des politiques incitatives pour le retour des migrants. Et on voit que ces politiques ont toutes échoué carrément. Alors, qu'est-ce qui explique, alors, au-delà du fait que, alors, dans le bassin du fleuve Sénégal, les populations ont intégré dans leur processus de développement l'immigration, mais au-delà de ces phénomènes-là, quelles sont les autres causes des échecs de ces différentes politiques incitatives au retour? Oui, alors les politiques incitatives au retour ont échoué pour une raison toute simple, hein, c'est que, en fait, la migration du bassin du fleuve Sénégal, les Soninké ou les Harpoulars qui ont migré, ils ne sont pas partis dans le but de créer un développement endogène dans leur pays. Et c'est ce que les techniciens français n'ont pas compris. Donc ils ont dit, voici, vous montez un projet, vous nous présentez, et on vous accompagne jusqu'à hauteur de 7 000 € pour vous réinsérer dans votre pays de départ. Mais ils oublient que, en fait, le migrant, il n'est pas parti pour faire le développement, il est parti pour assister permanemment son milieu d'origine. Ce serait bien si on peut amorcer un développement endogène, mais sur les 508 milliards transférés, par exemple l'année dernière, de sources de la Banque mondiale, eh bien, les 80 à 90%, c'est destiné à la consommation finale. Donc, les dépenses des ménages, les projets d'adduction, la construction des centres de culte, etc. Donc, si vous voulez bien, les politiques ont échoué parce que les politiques disent, voici le domaine où vous devez vous installer. Mais on ne gère pas le quotidien du migrant, les demandes sociales tout autour. Donc on vous accompagne, on vous confie à une ONG qui doit vous suivre dans le processus de réinsertion. Une évaluation de ce dispositif en 2002 a démontré que 90% de bénéficiaires de l'aide au retour sont redevenus d'anciens migrants et sont repartis en France par la suite parce qu'ils n'ont pas pu s'insérer. Ceux qui ont pu s'insérer, c'est très rare. C'est ceux qui ont des projets déjà d'envergure. Eux-mêmes, ils ont amassé un capital. Et plus l'accompagnement du dispositif, ils ont pu trouver une insertion. Ce que la politique française n'a pas pu comprendre, c'est que le retour à travers un accompagnement est considéré comme un échec dans la culture de la localité. Donc retourner et être accompagné, ce n'est pas très réjouissant pour un migrant. Donc beaucoup de migrants cachent cet accompagnement et essaient de vivre de façon normale, voilà, et donc en essayant de dépenser leur capital, en essayant de faire du bien, comme s'ils étaient retournés de façon normale. Donc cela a contribué à faire fausser beaucoup de schémas d'intégration et aussi le rôle des ONG d'accompagnement, qui en réalité n'accompagnent pas. Ils ont des projets déjà qui sont placardés, donc on peut dire, bon, on va t'insérer dans ce domaine. Or, ce domaine n'est pas porteur. Et tout cela a fait que les migrants qui sont retournés n'ont pas pu avoir une réelle réinsertion et sont devenus d'anciens migrants, de migrants à nouveau pour partir en France ou en Espagne quand la prospérité a commencé au début des années 2000. Beaucoup sont retournés vers l'Espagne et certains vers la France. D'accord. Merci, docteur. Mesdames, Messieurs, vous qui nous rejoignez pour la première fois, sachez que le Train littéraire est une émission mensuelle qui a lieu ici d'abord au niveau de l'enregistrement à l'espace La Gare, tous les derniers jeudis du mois. Alors, donc, mettez ça dans votre programme.
vous pouvez venir sans être invité, sans même trouver sur nos différentes plateformes l'information. Sachez que tous les derniers jeudis d'un mois, nous sommes là à bord d'un train littéraire à partir de 19h30. Et je vous rappelle que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, de l'espace Lagarde, la radio Djoliba, Djoliba TV. Nous allons donc continuer toujours avec notre auteur, Monsieur Tandjogora. Je vais lire un autre passage du livre. C'est un passage qui m'a personnellement très marqué. Vous dites, si durant les 30 glorieuses, la France eut recours aux étrangers non qualifiés, en revanche, à l'heure actuelle, son économie nécessite davantage une main-d'œuvre qualifiée. Ces besoins en personnel qualifié seraient à la base même d'une politique d'immigration choisie. Notre siècle est marqué par un changement radical dans la sphère même du travail, changement consacré par les rapprochements de la science et de la production, de sorte que la science est devenue un facteur indispensable de la production économique. Je m'arrête là. Immigration choisie, un concept, quand on lit chez vous, c'est un concept quand même qui est très facile à digérer, quoi. Ça passe. Mais pourquoi quand le président français Nicolas Sarkozy l'a prononcé, ça fait un tollé partout en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas pu comprendre cela? Oui, bon, c'est vrai que quand Sarkozy lançait ce concept en 2005, il y avait déjà une crispation au sein de la communauté malienne en France. Il y avait les banlieues qui s'embrasaient, il y avait beaucoup d'autres tensions. Alors, immigration choisie, c'est certains, beaucoup d'ailleurs, pensent que c'est un concept qui contient beaucoup de mauvaise foi parce que vous chassez des migrants qui ne sont pas qualifiés et vous accueillez et encouragez même l'arrivée des migrants qui sont qualifiés et qui proviennent du même pays. Donc, c'est à double vitesse. Mais, comme je l'ai dit antérieurement, c'est-à-dire que ce sont les besoins de l'économie française aujourd'hui qui ne sont plus orientés vers les grands travaux à l'époque, mais c'est vraiment orienté vers le type intellectuel de management et dans beaucoup d'autres domaines d'ingénierie, etc. Donc, le besoin s'étant modifié, la France a essayé, beaucoup de pays d'ailleurs, mais on prend le cas de la France, qui a donc réorienté sa politique migratoire vers la captation des élites intellectuelles et essentiellement, c'est celles qui proviennent des pays sous-développés. Et donc, pour cela, on a mis en place un dispositif en fin d'études universitaires de stage de fin de cycle. Et ce stage, on vous donne facilement un contrat. Vous avez un contrat, ou bien même quand vous finissez les études, vous pouvez avoir accès à une carte qu'on appelle compétences talent. C'est 3 ans renouvelables. Et même si vous ne résidez pas là-bas, vous pouvez l'avoir. Tout ça pour faciliter l'arrivée et l'installation des élites intellectuelles pour qu'ils restent et contribuent au développement de l'économie française. D'accord. Nous allons toujours rester à ce niveau. Vous dites, page 19, que la main-d'œuvre qualifiée devient alors une marchandise sur le marché du travail qui semble répondre à la loi de l'offre et de la demande. Ouais. C'est vrai que dans un passé récent, nous avons vu la France faire appel à certaines spécialités. Par exemple, en médecine, du côté du Bénin, nous avons vu que la France a fait appel aux Sénégalais dans certains domaines. Chez nous, au Mali, où tout le monde déplore le manque de qualification ou le manque de qualifications sérieuses, est-ce que dans ce contrat de l'offre et de la demande, le Mali a des ressortissants, beaucoup de ressortissants qui peuvent vraiment satisfaire la demande en France vu l'état de nos formations ici? Oui, en fait, le drame dans tout ça, ou ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu des cadres qui travaillent chez GDF ou chez EDF et qui viennent en mission ici au Mali, chez EDM, quoi, voilà, ils viennent en mission, voilà, et c'est rémunéré. Et donc on règle, c'est des factures, c'est vraiment énorme. C'est des Maliens qui sont engagés chez EDF en France, des ingénieurs, et qui passent faire des maintenances dans certains pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, et notamment au Mali. Et lui, il est malien, il est ingénieur, il travaille pour cette société, il revient, il vient en mission dans son pays. Donc vous voyez que c'est vraiment compliqué. Et pour dire que les talents qui sont attirés, je m'empresse de préciser que beaucoup n'ont pas de créneau d'insertion.
au Mali ici. Parce qu'il ne s'agit pas de retourner. Je pense qu'on va venir à la question du retour pour le simple plaisir de retourner. Beaucoup n'ont pas de créneaux d'insertion. J'ai vu certains qui sont ingénieurs en robotique industrielle, par exemple, dans le maniement des objets lourds, dans l'entreprise. Donc c'est compliqué. Et certains aussi pensent que c'est leur propre vie. Ils ne sont pas insérés dans un débat national, la fuite des cerveaux. Non, c'est leur vie. Ils veulent un avenir meilleur pour eux et leurs enfants, et ça s'arrête là. Donc, quand la France fait appel à la main-d'œuvre, c'est un marché. C'est un marché. Vous allez au marché, vous achetez, vous avez les moyens, vous achetez. Donc, la main-d'œuvre est un marché libre qu'on achète, mais sauf que ça a des répercussions, parce que c'est le Mali qui les a formés jusqu'à un certain niveau, et donc ils repartent chez eux et on les récupère, le fruit mûr, et donc ça échappe au Mali. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas qualifier de jeu à somme nulle. Il y a quand même un perdant et un gagnant. Mais la France dit non, c'est un marché, la main-d'œuvre est un marché et c'est libre. Et celui qui a les moyens eh bien, capte le marché et puis c'est tout. C'est vraiment l'argument dans la circulaire qui D'accord. Je voudrais d'abord vous demander de nous citer, par exemple, si possible, 2 cas, par exemple, de Maliens qui sont vraiment des références dans leur domaine en France et que nous peinons au Mali alors, à avoir avec nous pour nous accompagner dans le développement socio-économique du pays. Bon, il y a quand même beaucoup de Maliens qui sont qualifiés. Ça dépend des domaines. Alors, si je prends le domaine de l'enseignement supérieur, les grands chercheurs, il y a un Malien qui est parti en 80 quand on a fermé les écoles, sous le régime Moussaïs, quand on a fermé les écoles. Donc, et lui, il est parti. Il enseigne en France. Il y a un autre, bon, je peux vous citer le nom, il y a Bandjou Diakité qui m'a demandé de le citer nommément dans le livre. Il y a le cas aussi de Youssouf Tata Sissé qui perd son âme, qui a enseigné à l'EHSS, qui est un brillant ethnologue, qui a beaucoup écrit, ses écrits sont partout. Et bon, c'est vrai que lui, il ne se considérait pas comme ayant en fuite. Pour lui, c'est une circulation. Bon, je comprends, beaucoup de gens justifient. Et dans le domaine des ingénieurs, il y a, je connais au moins 4 Maliens qui travaillent dans des grandes sociétés américano-françaises qui fabriquent des jeux pour enfants, n'est-ce pas? Et d'autres font des jeux vidéo, la conception même des jeux vidéo. Ils travaillent comme ingénieurs dans ce domaine-là. Et d'autres travaillent dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, il y a une dame, une demoiselle que j'ai rencontrée qui travaille, n'est-ce pas, au nord de la France, dans une grande chaîne d'agroalimentaire. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de talents dans tous les domaines. Les plus perdants, je veux dire, ce sont les médecins. Ça, je m'empresse de préciser parce que nos médecins sont les moins qualifiés. C'est-à-dire que ceux qui ont un diplôme extra-communautaire, c'est-à-dire qui sont partis d'ici, qui sont partis faire un stage, même qui ont obtenu un diplôme, ils n'ont pas le même titre que les médecins français. Parce que la médecine est très protégée en France. Et donc, on les appelle des FFI, des faisant fonction d'interne. C'est comme des gardes, si vous voulez bien. Or, leurs homologues en mobilité ont le statut de médecin plein. C'est-à-dire, je prends un exemple, quand un Ogobara Doumo partait en France, il a le statut de médecin plein. Mais il trouve des collègues qui sont là-bas, qui ont choisi de rester. Et ce sont des gardes, voilà, des gardes-lits qui restent, qui gardent les malades la nuit. Et c'est des camarades de promotion à lui très souvent. Vous voyez que quand vous résidez en France, et les médecins béninois qui sont là-bas, qui ont manifesté récemment, il n'y a pas longtemps, pour réclamer le même statut que leurs homologues français, sont également dans cette situation de déqualification professionnelle. Donc c'est les plus grands perdants le domaine de la médecine. Et il y a aussi les juristes, il y a aussi des chercheurs qui sont dans les instituts de recherche. Il y a beaucoup de Maliens qualifiés. J'en ai rencontré 85 qui sont diplômés de master et doctorat. 85, rien que pour mon enquête à moi, dans le cadre de ma thèse. Vous voyez que si l'État faisait une recherche sérieuse, on allait pouvoir rencontrer beaucoup de Maliens qui, en nombre assez élevé d'ailleurs. D'accord. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'au Mali, nous avons besoin quand même de toute cette matière grise pour nous accompagner. La politique de l'État malien, alors, n'est-elle pas assez efficace pour les convaincre à venir? De quoi ont-ils peur, tous ces grands diplômés, ces grands hommes de sciences, de techniques? De quoi ont-ils peur pour revenir définitivement au Mali nous aider, quoi? Bon, ils ont peur de la dépravation matérielle. Revenir prendre la Sotrama, puis demander 1000 francs au papa,
parce que l'image de la France semblerait incompatible avec ça. Les gens font flèche de tout bois pour rester en France. D'autres sont retournés. Il y en a qui sont retournés, mais rares sont les boursiers qui retournent. Alors, ils ne veulent pas retourner parce qu'ils veulent la garantie d'un emploi. Alors, les Sénégalais, les Sénégalais ont fait un système, ils ont créé une plateforme. Ils mettent des offres dedans. Les grandes entreprises amènent des offres, c'est restreint. On cherche des talents pour qu'ils retournent. Donc, vous mettez votre CV sur la plateforme et on examine, il y a un entretien Skype. Si vous êtes convaincu, le salaire, on discute tout et vous rentrez. Ça a permis de rapatrier entre 2008 et 2015, avant que je ne soutienne, ça a permis de rapatrier pour les seules filières d'ingénieurs environ plus de 150 ingénieurs. Rien que pour les ingénieurs au Sénégal. Donc c'est vraiment énorme. Donc si vous voulez bien, ils ne veulent pas faire ce grand saut. C'est dans l'incertitude, comment trouver de l'emploi, parce que beaucoup nous ont quand même précisé que quand ils sont venus pour chercher même un stage en tant que boursiers d'excellence, ils doivent se battre eux-mêmes pour chercher un stage. Et quand ils arrivent en France, à Valence, c'est une petite ville à côté de Grenoble, et ils peuvent même changer de filière. Ils ne sont pas suivis, ils peuvent changer de filière comme ils veulent. Il y a souvent des missions du ministère, mais c'est un peu du tourisme pour aller voir comment vous vous portez. Mais tu peux, de ton propre gré, changer de filière comme tu veux. Et je compare ce cas au Rwanda, par exemple, où en 2015, la Chine avait octroyé 300 bourses au Rwanda. Et dans beaucoup de domaines farfelus, etc. Mais le Rwanda dit non, voici les domaines prioritaires. Et la Chine dit non, vous ne pouvez pas couvrir, la bourse ne couvre pas ces formations-là. Le Rwanda s'est engagé à compléter, à mettre le complément pour que les Rwandais boursiers puissent suivre les études en conformité avec les besoins de l'économie. Mais cela n'est pas le cas. Quand je pose la question au ministre, il me dit non, il faut donner la chance à chaque Malien de pouvoir étudier et de se faire un avenir. Donc il n'y a pas un schéma national qui intègre la problématique même en question. Voilà, c'est ça le problème. Mais est-ce que le regard du français lambda change sur les Maliens selon qu'ils soient simples ouvriers sans aucune qualification ou selon qu'ils soient grands intellectuels, même professeurs d'université? Non, le regard n'a pas changé, très malheureusement. Parce que si vous parlez bien français, ils sont étonnés. Où est-ce que vous avez appris ça? Bon, ça, c'est pour ceux qui ont vécu en France, on s'attend à ce que surtout à Paris, on s'attend à ce que tu ne parles pas bien le français. C'est des gens qui disent je vais manger du café, voilà, des choses comme ça. Vous voyez, ils sont habitués à des barbarismes. Donc, oui, ils sont habitués à ça. Alors, mais ça n'a pas changé l'image. Le foyer, le mode vestimentaire, ça n'a pas changé. Parce qu'il y a une action des médias là-dessus. Parce que les médias présentent les Africains comme tous venant chercher un lendemain meilleur et ils contribuent à dégrader très souvent l'environnement socio-sanitaire. En tout cas, ils viennent bénéficier des avantages. Ils n'apportent que très peu, mais l'idée qu'il y a un autre Malien qualifié qui apporte son savoir et qui est même souhaité et désiré par la société française, c'est vraiment une nouvelle idée et c'est un autre type de Malien qu'on ne voit pas dans les débats. Quand Marine Le Pen parle des migrants, il ne parle pas des Maliens qualifiés. Il parle de ceux qui font la polygamie, il parle de Mamadou qui est dans le foyer. Il parle vraiment de ceux qui ont beaucoup d'enfants, avec beaucoup d'allocations. Donc, on saccage la France. Vous voyez, on calcule par tête d'enfants, ça fait combien d'allocations. Et on fait beaucoup d'enfants. Voilà. Et donc, ça dégrade pour eux, ça dégrade l'environnement de vie. Justement, mais est-ce qu'en France, on regarde différemment les Africains de l'Afrique subsaharienne? Par exemple, au Mali, il y a une idée assez répandue, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Beaucoup de gens pensent que, par exemple, les Sénégalais sont mieux traités en France que les Maliens. Par exemple, au niveau de l'entreprise, beaucoup de Maliens nous ont rapporté que, par exemple, les patrons français
aime beaucoup plus un employé congolais qu'un employé malien, parce que le Congolais, tout ce qu'il gagne, il met dans les fringues, dans les grandes marques, et puis voilà, il ne finit même pas le mois sans venir demander encore une avance, que les patrons français adorent cela, mais pendant ce temps que les Français n'aiment pas tellement les Maliens, parce qu'ils savent que le Malien, une fois en France, est là pour avoir de l'argent et l'envoyer au pays. Est-ce que les Français nous regardent de la même façon selon qu'on soit malien, guinéen, ivoirien? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai qu'il y a cette distinction colle vraiment aux Maliens. L'habitat du foyer, où on habite à 5, 6, 7, 8, 9 dans une chambre de 13 mètres carrés. Donc on couche dans tout ça pour économiser et envoyer de l'argent au pays. Or, le secret de l'économie, c'est dans la consommation. Il faut vraiment consommer, sinon ça ne peut pas aller. Et donc, quand les Français voient que vous êtes intégrés, être intégré pour eux, c'est quoi? C'est consommer comme eux, c'est voilà, c'est essayer de prendre du crédit, acheter une maison, un appartement, et payer pendant 30 ans, 20 ans. C'est ça l'intégration. Mais ne rien faire, ne rien manger, tout économiser, envoyer de l'argent au pays, vous n'êtes pas intégré à la société française. Or, les Congolais, les Ivoiriens, ils sont intégrés, c'est dans ce sens, parce que les Maliens sont encadrés. Il y a une vieille migration communautaire dans le sens du foyer. La migration est encadrée dans le contexte malien. Voilà. L'immigration des diplômés maliens de France, fuite de cerveau ou quête de promotion sociale, signé Dr Fodje Tandjigora. Mesdames, Messieurs, que je vous demande d'applaudir une fois de plus. Alors, je vous informe que le train littéraire est un voyage qui s'est fait en 3 étapes. Nous venons de clôturer la première étape, l'entretien, plateau avec l'auteur. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à la seconde étape qui consiste à vous donner la parole. Vous qui êtes là à l'enregistrement, vous avez la possibilité de poser des questions, de faire des suggestions, de faire des critiques si vous le voulez. Et donc nous passons à cette deuxième étape, sans oublier la troisième étape, c'est qu'après tout l'enregistrement, il y a un cocktail qui vous attend, au cours duquel vous pourrez aussi échanger avec l'auteur. Cher public présent à l'enregistrement, la parole est à vous. Et vous avez évoqué une partie, l'envoi des fonds dans les pays, surtout vous avez pris l'exemple de la région de Caille. Faisant référence également à une œuvre de Fatou Diom, même si c'est de nature un peu différente. Quand tu dis Fatou Diom, selon elle, il faut souvent qu'on envoie de l'argent pour créer de l'emploi chez nous ici. Mais contrairement à votre explication, j'ai senti un peu que l'envoi, cela fait également que il y a un problème. Ce problème est qu'on s'attend beaucoup de ces jeux. Alors j'aimerais avoir un éclaircissement beaucoup sur ce point. Et finalement, il y a une question, c'est par rapport au retour. Je m'attendais qu'on arrive à cela, mais que cela ne tienne. Je me pose la question, est-ce qu'il est nécessaire pour des gens qui ont fait toute leur vie en France et alors étant vieux maintenant revenir chez nous parce que retour au pays natal, pourtant ils ont 80-90 ans, ils ne peuvent rien faire. Juste pour mourir. Je me pose la question, est-ce qu'ils doivent venir? C'est vrai que le ventre de l'Atlantique, je suppose que vous parlez de ça, c'est une œuvre de Fatou Diom. Alors, c'est un roman science-fiction, mais bon, je ne vais pas commenter ce roman, mais dans tous les cas, les envois de fonds ont créé une véritable dépendance. Pour envoyer des fonds et demander aux populations de résoudre des problèmes et envoyer permanemment, cela a pu aboutir à des réflexes qui sont orientés, même pour des dépenses de 10 000, 15 000, on appelle des migrants en France, surtout avec l'histoire des réseaux sociaux. Donc, mais quand Fatou Diom le dit, c'est pour mériter un statut. Si tu n'envoies rien, tu ne fais rien, tu ne construis pas de bâtiment, tu n'as pas un statut. Et on te demande ce que tu fais en France. Donc, il faut vraiment envoyer de l'argent à ses parents pour que la communauté sache que voici ta famille, ou bien voici cette femme est mariée à un Parisien. C'est le nom générique pour désigner tous les gens qui sont en France, quoi. Elle est mariée à un Parisien. Voyez, et cela doit se sentir dans le manger, dans l'habitat. Voilà. Donc il faut envoyer de l'argent pour mériter un statut social. Or, cela crée la dépendance.
Est-ce que ceux-là qui ont 80, 90 ans, en fait, doivent revenir? Est-ce que ce n'est pas mieux pour eux de, ils peuvent de mourir là-bas? Non, mais c'est pour nous apporter quoi? À vrai dire, c'est ça sa question. C'est pour nous compter leur vie. Les funérailles? Non, ils vont nous compter leur vie. Ça va servir de leçon pour ceux qui veulent aller. Mais il faut leur permettre de retourner. Voilà. Merci. Et malheureusement, je n'ai pas coïncidé avec le tout début de l'exposé, mais on a l'impression que la notion ou bien le concept de migration, c'est en un seul sens. Ou bien on a l'impression que c'est un concept neuf, ou bien un phénomène nouveau. En réalité, la migration n'est pas un phénomène nouveau. Hein. C'est de nos jours qu'on parle de migration de l'Afrique en direction de l'Europe, ou bien des États-Unis et d'autres continents. Mais les gens, ils ont une mémoire courte, ils ont oublié les 3 siècles de traite négrière. On ne parle pas de cette forme de migration. C'est quoi la migration? La migration, c'est le déplacement d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un pays à un autre ou d'un continent à l'autre. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est en train de procéder à une migration sélective? On est en train de sélectionner nos meilleurs footballeurs, nos meilleurs savants, et que au moment où on faisait la traite négrière, on ne demandait pas leur niveau. On demandait plutôt le plus fort, le plus robuste. Parce que le niveau de développement économique était tel qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Alors, donc, il y a vraiment lieu de... Moi, je pense qu'il y a lieu de revoir et de faire un dialogue par rapport à la notion de migration, mais aussi par rapport, si vous voulez, au processus de développement de l'Europe par rapport à l'Afrique. Si vous voyez qu'aujourd'hui encore, nous avons des frères, des sœurs qui continuent à se faire mourir à travers le désert ou bien dans l'océan, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. C'est parce que quelque part, nous avons un mal développement. C'est parce que quelque part, dans la famille, on veut aider les gens, comme vous l'avez dit. Parce que si les conditions étaient là chez nous, on n'allait pas partir chez eux. Donc il y a eu un mal développement. Nous avons été colonisés, les matières premières sont parties, il n'y a pas eu de transfert de technologie et on est resté même moins que la situation où on avait occupé le continent à la veille, si vous voulez, de la période de l'impérialisme. Alors, je voudrais ensuite parler de ce phénomène de migration, cette forme de migration sélective. En réalité, on est en train de vider l'Afrique de ses cadres. On dit qu'on ne reçoit pas, mais ceux qu'on reçoit, ce sont les meilleurs. Qu'est-ce qui nous reste encore si on ne fait que tamiser? On prend les meilleurs footballeurs, on prend les meilleurs... il y a une fuite de cerveau, il y a une fuite de pieds. Et ce sont les meilleurs. Qu'est-ce qui va rester à l'Afrique? Ensuite, il y a lieu aussi de se poser la question, parce que les gens pensent que la migration, il faut penser aussi à une reprise de la cartographie démographique européenne. Parce qu'on nous a appris quand même que la population européenne est une vieille population, parce que c'est une population qui n'accepte pas une population importante, galopante. Donc, ils procèdent, si vous voulez, à un contrôle de la natalité. Alors que les Africains qui viennent là-bas, comme vous l'avez dit, il y en a encore qui vivent dans les foyers, 2, 3 femmes. Il y a une forme de concurrence. Donc, il y a un taux de natalité et un taux de, si vous voulez, un fort accroissement de la population. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La population européenne qui est vieillissante se fera remplacer par une population nouvelle. Autrement dit, l'Afrique, dans les 25 ans à venir, risque d'occuper l'Europe et même l'Amérique. Mais tous les pays européens n'ont pas refusé la migration. Il faut prendre le cas de l'Allemagne. Mais l'Allemagne a entièrement accepté les Syriens, accepté les Africains. C'est par la suite, c'est parce qu'il y a eu quelques, si vous voulez, quelques cas regrettables que la politique, si vous voulez, allemande est en train de changer. Dernière question, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous prévoyez comme solution pour ne pas mettre fin à la migration? On ne peut pas, parce qu'on est dans un village planétaire. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir changer la donne? Nous, notre souhait est que la migration se passe dans les deux sens. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre, vous vous trompez actuellement. Vous ne pouvez pas vous développer seul. Vous ne pouvez pas. Je suis tout à fait d'accord que le terme migration est connoté. Un Malien en France était migrant, un Français au Mali était un coopérant. On dit ça comme ça, c'est pas un migrant. Donc c'est très connoté. Le terme migration, c'est pourquoi il y a
Il y a ce fameux article d'un de nos profs qui dit « Migrant et toi-même ». Voilà, ouais, c'est le titre, quoi. Donc, migrant, toi-même, migrant. Ouais, pour dire que ce n'est jamais un mot innocent. Le mot migrant n'est pas innocent. Et ensuite, bon, je ne reviendrai pas sur tout ça, mais pour la solution, c'est vraiment un suivi de nos cadres. Parce que moi, je constate qu'il n'y a aucun suivi réel et il n'y a pas de pression. Pourtant, les boursiers d'excellence signent un engagement chez le notaire avant de partir pour dire qu'ils vont retourner. Vous ne retournez pas, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien du tout. Voilà. Et ceux qui vont au Maghreb, en Algérie, au Maroc et dans une moindre mesure en Tunisie, qui continuent vers la France, ils sont nombreux également. Donc, il n'y a vraiment pas de suivi. Tout le problème, c'est à ce niveau. Il faut vraiment mettre un dispositif de suivi concerté pour faciliter leur retour et faciliter leur insertion dans des domaines qui seront définis prioritairement avant d'accepter les bourses. C'est ce que beaucoup de pays sont en train de faire. Les pays d'Asie du Sud-Est ont fait ça. Le Sénégal est en train de le faire comme ça. Donc les bourses doivent être insérées dans un schéma national. Il ne faut pas qu'il y ait une bourse pour simple bourse. Voilà, c'est ça notre inquiétude en fait. Je suis étudiant à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, en master MISOD, Migration, Société et Développement. Je suis très heureux ce soir d'être en face de mon professeur. Je remercie de passage le train de la littérature pour cette initiative et le public nombreux qui est là ce soir. Ma question, j'ai une seule question, ça c'est par rapport au schéma. Le professeur a eu à parler de schéma, que nous n'avons pas de schéma ici, avec les chercheurs qui sont au niveau du monde, qui font les jeux vidéo, les 85 chercheurs qui sont, je peux dire, dans la nature. Je suis un peu jaloux de cela. Et si j'ai une petite question pour le professeur, si aujourd'hui on lui demandait de nous faire un schéma, quel type de schéma il allait nous proposer? J'ai dit que les bourses, surtout les bourses, que ce soit les bourses de Maghreb ou les boursiers d'excellence, il faut que les bourses trouvent un point de greffe à un secteur de production chez nous ici. C'est ce que beaucoup de pays sont en train de faire. À défaut de ça, il faut accompagner progressivement ceux qui sont déjà là-bas pour retourner au Mali. Donc on leur propose à travers des entreprises ou des services d'État des emplois pour qu'ils puissent retourner. Ou bien faire des longs séjours. C'est vrai qu'on a eu des programmes expérimentaux, je ne l'ai pas rappelé, le Top 10 par exemple, essaie de faire venir les Maliens qualifiés pour un court séjour et retourner. C'est un programme de PNUD, mais ça ne suffit pas. Il s'agit réellement de ceux qui partent. Même aujourd'hui, hein, ça est en cours. Les gens partent, ne retournent plus. Les gens partent, ne retournent plus. Donc il faut réellement mettre en place un domaine d'études et essayer de capter la personne au sens inverse quand la personne aura fini ses études, faciliter son retour en lui offrant un stage, en tout cas en l'accompagnant de telle sorte que la personne ne puisse pas se perdre dans la nature. Parce que sans suivi, sans accompagnement, c'est un peu un pari de retourner tout seul comme beaucoup d'autres l'ont fait. Hein. Nous autres, on a fait le grand saut, donc on est retourné un peu voilà, dans le vide, quoi. Bon, mais c'était un projet déjà de retourner. Voilà. Beaucoup sont retournés parce que déjà en partant, ils avaient en tête de retourner. Donc il faut mettre des dispositifs de retour en place pour faciliter le retour. Les gens que j'ai vus là-bas ne reviendront jamais comme ça, sans des dispositifs d'insertion. Il faut vraiment mettre ça en place. Merci beaucoup. Nous allons devoir arrêter cette deuxième étape du voyage. Malheureusement, nous manquons cruellement de temps là ce soir. Je vous informe que l'immigration des diplômés maliens de France, fuite des cerveaux ou quête de promotion sociale du docteur Fodje Tandjigura se vend à 15 000 francs CFA. Vous avez les livres en vente ici à l'espace La Gare, mais aussi à la librairie Ba, n'est-ce pas, au prix de 15 000 francs CFA. Docteur, notre dernier mot, parce que nous arrivons au terme du voyage. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à l'immigration, voilà, de façon générale? En fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de compatriotes formés jusqu'à un certain niveau par l'État. Ils ont tous eu le bac ici au Mali.
et qui sont partis étudier, qui se perdent dans l'entreprise. Ça, si tout le monde a compris ça, je pense que c'est quelque chose pour moi de gagner. Et chacun peut relayer dans son service un peu partout qu'il y a un problème de fuite de cerveau, un problème grave, et qu'il est important, vous qui avez des parents qui vont étudier, qui ont des bourses d'excellence, de les sensibiliser par rapport à cette problématique de fuite des cerveaux qui ne fait qu'enrichir d'autres pays au détriment, n'est-ce pas, du Mali. Merci, docteur Tandjogora. Mesdames, Messieurs, je vous prie de l'applaudir très chaleureusement. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce présent voyage à bord du train littéraire. Juste le temps pour moi de vous rappeler que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, de l'espace La Gare, la radio Djoliba émettant sur le 105.00, Djoliba TV et comme partenaire Canal Plus. Nous allons donc passer à la troisième et dernière étape de notre voyage qui est justement ce très beau, très alléchant cocktail qui nous attend, au cours duquel vous pourrez bien sûr échanger avec l'auteur sur d'autres problématiques relevant de son domaine, de son essor. Quant à vous, mesdames, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous au dernier jeudi du mois d'août pour un autre voyage à bord du train littéraire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.